dire à Monsieur Lefebvre que les effets de manche, les enflures du ton, les formules alambiquées et prétendument savantes ne nous impressionnent pas. Nous sommes aujourd'hui en train d'examiner un budget de la nation absolument calamiteux. Vous cassez, on répare. Vous salissez, on nettoie. La réalité objective, c'est qu'aujourd'hui, les efforts que vous les demandez d'abord, et ce sera la deuxième partie de la loi de finances, à celles et ceux que nous avons applaudis à 20h. Pendant ce moment de grâce de la Covid, la valeur avait changé de camp. Nous avons mesuré ce qui était important pour nous de ce qui ne l'était pas. Nous avons rehiérarchisé l'ordre des priorités. Nous avons eu besoin des caissières, des aides-soignants, des ouvrières de l'agroalimentaire. Nous avons eu assez peu besoin des publicitaires, des cabinets conseils et d'un tas de ceux que vous voulez protéger. Aujourd'hui, l'effort que nous demandons, c'est aux passagers clandestins de la solidarité nationale. Le taux d'effort fiscal d'un milliardaire est inférieur à celui de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Voilà la réalité. Aujourd'hui, les PME payent les impôts des multinationales qui ne les payent pas. Les multinationales consolident 40% de leurs résultats dans les paradis fiscaux. Il manque 20% du produit de l'impôt sur les sociétés à tous les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, les PME, mais aussi les classes moyennes, payent les impôts des hyper riches qui ne les payent pas. Nous appelons à quoi? À la solidarité nationale. Nous appelons quoi? Un juste effort contributif de ceux qui le peuvent aujourd'hui dans une situation compliquée. Et je vous le dis, la justice fiscale ne s'accommode pas de mesures exceptionnelles et temporaires. C'est tout le temps, parce que c'est le fondement des démocraties modernes, c'est le fondement des parlements modernes. Et depuis des années maintenant, vous êtes ceux qui remboursaient les bookmakers de 2017. Ça n'est plus possible. Mise en cause par M. Vallaud. Je voudrais demander à M. Vallaud, où était-il entre 2012 et 2017? Quelles mesures de justice fiscale avez-vous mises en œuvre? Monsieur Lefebvre, sur le fondement de quel article? L'article 72, alinéa 3, Madame la Présidente. Qu'avez-vous fait, Monsieur Vallaud? Avez-vous tenté, par exemple, d'infléchir les rémunérations au-dessus d'1 million d'euros? Pardon, la mesure a été déclarée anticonstitutionnelle. Monsieur Lefebvre, il ne s'agit pas d'un rappel au règlement, puisque vous répondez sur le fond. Il y a des extrémistes. D'ailleurs, c'est l'amendement de Monsieur Lefebvre, c'en est la preuve. Monsieur Lefebvre se fait le chantre des classes moyennes. Il me parle, par exemple, de la taxe d'habitation. Mais Monsieur Lefebvre, la taxe d'habitation n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Elle a été compensée. Donc l'argent de la taxe d'habitation n'a pas disparu. Vous avez demandé simplement de faire passer cet argent du dos de ceux, notamment les 20% les plus riches qui payaient 50% de la taxe d'habitation. Vous avez arrêté cette taxe pour eux, mais vous l'avez compensée avec la TVA. Par conséquent, les classes populaires et les classes moyennes ont payé l'argent de cette taxe d'habitation, Monsieur Lefebvre. C'est un fait simple. Et puisque vous inquiétez sur les propriétaires à Roubaix, j'espère que vous les aiderez justement en faisant des mesures de justice fiscale. Parce que vous voyez, à Roubaix, Monsieur Lefebvre, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il n'y a que 33% de propriétaires, contre 58% au niveau national. Donc si vous voulez que les gens, puisque c'est votre rêve, deviennent propriétaires à Roubaix, vous savez quoi? Faites de la justice fiscale et donnez un petit coup de pouce pour les classes populaires qui vivent à Roubaix, comme dans tous les autres pays, dans toutes les autres villes populaires de France. Monsieur Guiraud, 2 points sur cette question. La première, c'est que la taxe d'habitation, c'était un impôt profondément injuste. De 1, parce qu'il touchait l'ensemble des contribuables, et de 2, parce qu'il pesait plus lourd sur les habitants de villes populaires, des villes comme Roubaix, qui avaient beaucoup besoin de services publics et pour lesquels les taux étaient beaucoup plus hauts que pour les villes plus riches. Et donc, effectivement, cet impôt, il a été compensé à l'euro près, et aujourd'hui, vous l'avez dit, dans une ville où il y a peu de propriétaires, eh ben, les Roubaisiens sont extrêmement contents d'avoir reçu du pouvoir d'achat et de ne plus payer la taxe d'habitation. Donc ce que vous dites, c'est une absurdité absolue. C'est une absurdité absolue. Et justement, la taxe d'habitation, qui était un impôt injuste, on l'a fait pour les villes les plus populaires avec le moins de propriétaires. Donc ce que vous dites est absolument faux. Et ensuite, sur votre accusation de collusion entre la Macronie et le RN, laissez-nous rigoler un petit peu. Vous étiez en commission des finances. 90% des amendements qui ont été adoptés, 90% des 200 amendements qui ont été adoptés en commission des finances, c'est vous et c'est eux. Alors, on arrête la blague, on redescend un petit peu et on regarde avec qui on vote, Monsieur Guiraud. De préciser qu'il n'y a pas eu d'amendement adopté par la Commission des finances, puisque la première partie a été rejetée par la Commission des finances. Il est légitime qu'il donne son avis à titre personnel. Il n'est pas légitime qu'il se prévale de l'avis de la Commission des finances, qui à nouveau aboutit à un rejet du texte. Mon cher collègue, il faut faire attention aux arguments qu'on utilise.
parce que tous ces amendements qui sont passés en commission et qui ont été adoptés, vous étiez peut-être pas très contents qu'ils aient été adoptés, ils ont été adoptés. Respectez la démocratie. Voilà. Car Monsieur Amiel, si on utilise votre argument jusqu'au bout, on peut tous se lever. Il n'y a plus de Parlement. Voilà. Qu'est-ce qui justifierait, par exemple, que quand on recule l'âge de la retraite à 64 ans pour nos concitoyens, celle-là soit pérenne? Quand on fait en sorte que les chômeurs soient indemnisés, celle-là soit pérenne. Mais si, le problème que vous allez avoir, et les Français le regardent, c'est qu'il y a deux mesures dans ce budget qui concernent les personnes les plus riches ou les très grandes entreprises. Et c'est les deux seules mesures que vous proposez temporaires. Toutes les autres sont permanentes. Et ça, c'est quelque chose qui est peu acceptable par les gens. Vous demandez de faire des efforts à tout le monde dans le pays de manière pérenne, et les seuls à qui vous dites « rassurez-vous, c'est exceptionnel », c'est ceux qui ont très largement de quoi vivre. Donc déjà, ça, c'est insupportable. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui va se passer avec cette contribution différentielle. Parce que les ultra-riches vont pouvoir faire en sorte de mettre leurs revenus disponibles en revenus économiques au sein des holdings non transparentes, et donc ils ne seront jamais taxés. Et donc notre proposition, c'est justement qu'au-dessus de 50 millions d'euros de patrimoine, et je doute sincèrement qu'au-dessus de 50 millions d'euros de patrimoine, il n'y ait que du patrimoine immobilier. Il y a beaucoup de patrimoine immobilier. Eh bien, il y a une taxe à 0,5%, puisque c'est l'amendement 642, qui puisse justement faire en sorte que la justice fiscale s'applique dans ce pays. Si j'accepte une minute de m'inscrire dans votre logique, alors à ce moment-là, chers collègues, il va falloir m'expliquer dans quelle mesure vous pouvez trouver qu'il est plus juste de mettre en place, par exemple, une mesure qui reporte la revalorisation des pensions de retraite pour l'ensemble des retraités de 6 mois. Dans quelle mesure cette mesure-là est plus juste qu'une mesure qui consiste à dire qu'on ne va pas revaloriser les 2 dernières tranches du barème de l'impôt sur le revenu? C'est-à-dire, comment vous pouvez m'expliquer qu'il est plus juste de mettre en place une mesure qui va frapper 1,5% des Français les plus riches à hauteur de 15 ou 20 euros par mois? Comment vous pouvez m'expliquer que ça, c'est plus juste qu'une mesure qui va frapper tous les retraités, y compris les 2 millions de retraités pauvres du pays, à hauteur de 300 euros l'année prochaine? Votre argument, il est inexplicable, y compris en termes de justice fiscale. Merci Madame la Présidente. En vous écoutant, Monsieur Bompard, on a vraiment l'impression qu'il y a des Français qui volent leurs revenus. On a l'impression qu'ils ont des revenus, et ces revenus, en réalité, ils ne les méritent pas. Et au fond, plus on va les taxer, et si possible, on ira au maximum, et on coupera toutes les têtes qui dépassent. Ce n'est pas notre conception du système fiscal. Quand on nous parle, notamment sur cette partie de l'hémicycle, d'un budget d'austérité, quand on mélange la justice sociale et la revanche fiscale, voici un article qui protège le pouvoir d'achat des Français. Nous ne serons pas, contrairement à diverses majorités par le passé, celle qui désindexera le barème de l'IR. C'est un article très important qui, je le redis, permet de protéger les Français de l'inflation en indexant le barème de l'IR. Nous avions d'ailleurs indiqué en amont que nous avions une ligne très claire et une seule ambition: continuer à protéger les Français qui travaillent. C'est notre ligne, c'est notre ambition, et c'est la raison pour laquelle, très clairement, nous le soutiendrons. Je rassure tout de suite nos collègues macronistes qui tremblent depuis tout à l'heure. Et manifestement, ce n'est pas le niveau des prélèvements obligatoires qui vous préoccupe, c'est les prélèvements obligatoires sur les plus riches. Parce que franchement, je ne sais pas si Madame Grégoire est revenue. C'est plus de 83 000 euros par an. Ça touche 2% des contribuables. Donc on ne va pas s'énerver. Et je ne sais pas si Mme Grégoire est dans la salle, mais le fait d'avoir participé à plusieurs reprises à des gouvernements qui ont amené la France dans cette situation catastrophique n'incite pas pour autant à verser dans l'outrance. Parler de revanche fiscale, là on parle vraiment d'amendement de justice fiscale, et c'est peut-être la différence entre vous et nous, c'est qu'à un moment, quand il s'agit seulement de mettre à contribution 2% des Français, eh bien nous n'hésitons pas. Jamais les inégalités n'ont été aussi grandes en France depuis des décennies et des décennies. Et quand on demande à nos concitoyens qui ont juste de l'argent pour survivre ou même pour vivre, est-ce que c'est supportable?
La réponse, regardez toutes les enquêtes d'opinion sérieuses, la réponse c'est non. La réponse c'est non. Alors vous dites, Mathieu Lefèvre, mais si on est les seuls à le faire, mais vous savez, moi je ne suis pas décliniste, moi j'aime mon pays. Moi je considère que la France, elle n'a jamais été aussi grande que quand elle a ouvert la voie et que d'autres la suivent sur des choses qui sont justes. La France, elle n'a jamais été aussi grande quand elle a décidé de faire en sorte que nous serions en République quand tous les autres pays d'Europe étaient dans l'Ancien Régime. Et la France avait raison. Donc moi, je n'ai pas peur de dire qu'à un moment donné, si on trouve ça juste, la France doit ouvrir l'exemple. Et là, je vais revenir concrètement. Alors d'autant plus, Mathieu Lefèvre, que je vous rappelle, vous dites les efforts, mais je vous rappelle, et c'est un lien quand même, c'est qu'aujourd'hui, dans la part de patrimoine des plus riches, d'accord, la part de l'héritage pèse à 65% au lieu de 30%. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont juste eu la chance d'être bien nés. Ça, c'est pas le... et alors, laissez-moi dire que ça, c'est pas le fait que ces gens ont un talent spécial. Mais si, c'est contestable. Si vous croyez à l'égalité, c'est contestable. Pourquoi ? Parce que vous remplacez une noblesse de sang par une noblesse d'argent. Et vous ne pouvez pas être d'accord avec ça. Bien sûr. Donc, il y a un problème de principe. Vous avez utiliser une boursouflure de vocabulaire, que ce soit les deux ministres, dénonçant le refus du sectarisme fiscal, de matraquage fiscal, d'autres ont évoqué des boucheries, pour proposer une ponction, une réduction de 40 milliards, notamment dans les services publics. Pour cela, celui qui dirige aujourd'hui le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, a dit qu'il était favorable à la commission d'enquête proposée en particulier par le président Coquerel pour établir la vérité sur ce dérapage budgétaire. Et je vois certains de la coalition passée, responsables sans doute de ce dérapage budgétaire sur lequel le ministre Barnier demande à ce qu'on rétablisse la vérité, venir nous parler avec une certaine arrogance. Tout de même. Mais ma question est la suivante. Tout ce que vous proposez, mes chers collègues, et vous tous sur vos bancs, mais en particulier ceux qui veulent nous annoncer cette ponction de 40 milliards, y a-t-il dans un seul de vos tracts, dans une seule de vos affiches, avec laquelle vous êtes présenté devant les électeurs, une annonce de ce que vous êtes en train de faire? On a tout à l'heure Antoine Armand qui disait qu'il y avait une grande inquiétude en Europe par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, et notamment au décrochage par rapport à la Chine et les États-Unis. Mais oui, monsieur le ministre, il y a une grande inquiétude. Mais quelle politique économique nous a amenés dans cette situation en Europe, si c'était la politique d'offre et de compétitivité qui a été menée ici et ailleurs? Donc peut-être que le bilan serait peut-être enfin de s'en rendre compte et de comprendre qu'une politique qui vise à faire de la rente du capital le seul et unique critère pour juger de la qualité d'une politique économique, eh bien c'est une mauvaise politique. Alors vous nous dites... Il n'y a pas que sur les déficits, en gros, où on s'est trompé, parce que là-dessus, vous avez échoué, alors que c'était la raison première. Mais par contre, on a fait fort sur le reste. C'est ce que vient de nous dire Mathieu Lefèvre. Excusez-moi, mais il y a eu une baisse d'emploi dans l'industrie de ce pays depuis 2017. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE. On est passé de 16,4% à 15,5% d'emplois dans l'industrie. Vous dites, on a créé 2 millions d'emplois. Dans ces 2 millions d'emplois, il y a 1 million d'apprentis. Il y a 700 000 travailleurs ubérisés qu'on ne peut pas considérer comme des emplois salariés. Le chômage, l'an dernier, il y a 100 000 chômeurs qui ont disparu uniquement en raison de calculs de statistiques différents. Donc non, votre bilan économique n'est pas bon. Je voudrais simplement réagir très rapidement à ce que vient de dire le président Coquerel. Du point de vue industriel, je ne peux, monsieur le président, que souligner qu'on ne peut pas prendre les pourcentages comme ça. Ce que vous dites, c'est simplement que l'emploi industriel a augmenté moins vite en France que d'emplois dans d'autres secteurs. Mais l'emploi industriel a augmenté. Nous avons créé plus d'emplois industriels depuis 2017 que nous n'en avons supprimé. C'est un fait et je crois que ce n'est pas une preuve de faiblesse que de reconnaître que certains succès économiques ont été obtenus, même si ce n'est pas notre sensibilité politique qui les a obtenus. J'observe dès le début des discussions manifestement une volonté de certains députés au milieu de cet hémicycle de faire perdre du temps puisqu'ils répètent déjà à plusieurs reprises les mêmes arguments. Pour le reste, si vous voulez des informations sur l'effet récessif du budget qui est proposé par M. Barnier et par ce gouvernement,
et en l'occurrence sur l'effet récessif des mesures d'austérité que contient ce budget, vous pouvez vous référer au travail de l'OFCE qui dit qu'il y aura sans doute une division par 2 de la croissance l'année prochaine et une baisse de 0,8 points de PIB. Mais contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas en raison des mesures qui vont impacter les plus riches des Françaises et des Français, c'est précisément en raison des réductions de dépenses et y compris des réductions des dotations d'un certain nombre de ministères et des collectivités territoriales. Donc mettez-vous d'accord entre vous, mais en tout cas, cessez de nous faire perdre du temps.